Dans ce nouvel épisode du podcast des Mutins, on continue notre exploration détaillée de la conquête américaine du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec l'historienne Annie Lacroix-Riz qui nous livre ici le résultat de ses recherches, publiées récemment dans son livre « Les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine » aux éditions Armand Collin. Épisode 2, le cinéma, c'est nous. Les tractations, si je puis dire, cinématographiques ou les exigences cinématographiques, elles sont signifiées d'emblée. C'est-à-dire que l'ambassade qui s'installe en France, tardivement, janvier 1945, puisque Washington déteste De Gaulle et attend octobre 1944 pour le reconnaître enfin. Donc Caffrey, le massacreur de l'Amérique latine, ce qu'en général on ne sait pas, il y a passé 20 ans et il a présidé au massacre notamment des travailleurs de l'United Fruit, 1000 d'un coup quand même en 28. Et donc Caffrey, il est là et tous les jours, bien sûr, il répercute les demandes sur le cinéma comme sur toute autre chose. Donc d'abord, le cinéma réinvestit la France en 1944. Et dans les préparatifs de ce qui n'est pas une négociation, les documents établissent de manière très claire que les États-Unis ont réussi, entre 1944 et 1945, avec 12 films seulement, 12 films, à faire la moitié des recettes du cinéma français, du cinéma en France. La moitié. C'est dire aussi leur capacité de séduction, quand même. La capacité de séduction, la propagande organisée, il faut le dire parce que c'est une donnée extrêmement importante de l'influence américaine. C'est une donnée importante de mon livre, c'est-à-dire la capacité de corruption d'une puissance riche sur des puissances moins riches. Et dès 1944, les Américains réactivent les milieux qui ont été des milieux très favorables, auxquels je dirais qu'ils avaient appâté dans l'entre-deux-guerres, et les mêmes, c'est-à-dire qu'ils utilisent des porte-paroles qui sont déjà venus en France en 1944, qui sont là, qui, il faut appeler les choses par leur nom, qui salarient des journalistes pour faire des articles disant à partir de 1945, parce que la grande offensive, c'est vraiment dès le début de 1945, quand un certain nombre de PDG, quand le PDG de la MGM se balade à travers l'Europe, à travers toute une série d'intervenants, donc plusieurs PDG, il y a MGM, il y en a toute une série, et se promènent à travers, d'ailleurs, à partir de 1945, enfin évidemment, à partir de... La France est libérée avant mai 1945, et donc ici, avec des gens qui vont se promener partout, qui expliquent comme il est important de rétablir les relations cinématographiques, et je le répète, qui savent... C'est des formes de Minutemen, un peu, quelque part. C'est des techniques de communication, oui, mais ce sont des techniques... Des public relations américaines, qu'ils ont inventées. Mais qui sont sous-tendues par, je dirais, des intérêts matériels majeurs, parce que ça inspire des articles de journaux, à partir surtout évidemment après la guerre, mais dès le printemps 1945, avec des journalistes qui, on serait tenté de dire, qui osent écrire que vraiment c'est scandaleux de jouer la belle endormie ou la belle fermée qui ne veut pas s'ouvrir à la culture étrangère alors même que les États-Unis rêvent de s'ouvrir à la culture étrangère. Il y a une entreprise qu'il faut bien qualifier d'intoxication au point, alors je dirais, dont le caractère stipendié est même avoué par le fait que à partir de la fin de la guerre, parce que les Français ont quand même, si atlantistes qu'ils soient, si pro-atlantiques qu'ils soient, en particulier tous les milieux financiers français,
les milieux d'inspecteurs des finances, les milieux diplomatiques en particulier sont envoyés en poste à Washington avec Henri Bonnet qui va rester près de 10 ans ministre à Washington et que j'appelle le ravi parce que n'importe quelle catastrophe peut arriver sur la France. Il dit toujours que c'est la faute du Congrès, c'est la faute d'un autre et puis que de toute façon on n'a pas les moyens de faire autrement et qu'il faut accepter. On a des milieux certes qui sont très favorables mais enfin qui sont quand même qui font l'objet de pression des milieux du cinéma par exemple le représentant des milieux du cinéma Harold Smith, qui était là avant-guerre et qui est réinstallé à partir de 1944, mène une action gigantesque, une action de corruption gigantesque, et les Français ont droit à des dossiers, par Smith notamment, avec des articles de journaux dont il est impossible de penser qu'ils n'ont pas été inspirés, parce que pour les trouver aussi géniaux, il est clair que les Américains les ont financés et inspirés, sachant qu'il y a parmi eux des amis intimes de Blum, des amis intimes, j'y insiste, ça n'est pas auprès, au moins au début, de la droite, parce que la droite tient beaucoup à sa réputation d'anti-allemande et en tout cas une partie de la droite, le MRP, s'aligne officiellement sur De Gaulle et a une politique gaulliste en matière allemande. Parce que l'Allemagne, la vigilance à l'égard de l'Allemagne, je dirais que c'est une valeur sûre en 1944-1945 en France. Et que tout parti qui n'est pas vigilant sur les lendemains de l'Allemagne passe pour un stipendié de Washington. Et c'est le cas de la SFIO. Mais le MRP, dont je montre la réalité, c'est-à-dire que des gaullistes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À part De Gaulle, moi, je connais... Gaulliste. Le seul De Gaulle, c'est De Gaulle. Ça n'est pas entièrement faux. C'est presque faux, parce que je cite quelques personnages, et notamment le très remarquable diplomate Raymond Brugère, qui ont été de vrais gaullistes, mais qui ont été de vrais gaullistes en juin 1940. Je peux vous dire que dans la catégorie, il n'en est guère. Hein. Même, il faut le dire, Raymond Brugère est quelqu'un qui a démissionné le 17 juin de son poste à Belgrade parce que il avait honte de la demande d'armistice, donc de la demande de capitulation française. Il a démissionné. Et je recommande à vos lecteurs, en plus ça va être édité à vos auditeurs, son ouvrage Veni Vidi Vici, qui est extrêmement intéressant sur la pression qu'exercent les États-Unis. Ça n'est pas un subversif, c'est un homme de la grande bourgeoisie, c'est un patriote de grande qualité, parce qu'il a quand même été dans une situation où il a été interné de 1942 à 1944, et il explique ce qu'est le rôle de l'ambassade, il explique ce qu'est le rôle de la corruption, en disant, sans viser spécifiquement les milieux du cinéma, mais les milieux du cinéma ont été particulièrement visés, parce qu'il y avait là un marché gigantesque, il faut le savoir, les films américains... Tu parles aussi, excuse-moi je te coupe, mais tu parles aussi du Festival de Cannes, qui était quand même historiquement, qui était quand même pas du tout sur cette ligne, enfin, qui n'était pas voué à être sur la ligne pro-américaine, parce que le Festival de Cannes, c'est Georges Huisman, dont tu parles, le président de la commission de contrôle du cinéma, puis président du Festival de Cannes en 1946. Le problème, c'est que Georges Huisman fait partie des conquis des Américains. Et que dans l'ensemble de documents à l'appui de la grande œuvre civilisatrice cinématographique des États-Unis, il y a les articles de Georges Huisman. Et Georges Huisman est un grand ami de Blum, a des fonctions politiques éminentes, des fonctions administratives éminentes. Tu viens d'ailleurs de les rappeler. Et c'est un partisan tout à fait résolu
des revendications américaines, même si ça ne se sait pas. Il faut savoir au surplus que ce festival de Cannes n'est pas un festival, je dirais, spécifique de la revendication d'indépendance ou d'autonomie culturelle. En 1939, la question a été discutée notamment par Jean Zay, qui était certes un anti-nazi, mais qui était un pro-américain très très prononcé et qui était disposé à de réelles concessions à l'égard des États-Unis, qui entre 1936 et 1939 ne cessait de se plaindre des insuffisances du traité, de la partie cinématographique du traité commercial de mai 1936. Et en fait, le Festival de Cannes n'est pas, qui comme on le sait, n'a pu se déployer qu'à partir de 1946, n'est pas du tout une manifestation d'indépendance cinématographique. Elle était là, je dirais, pour accueillir le cinéma américain, et ça s'est heurté à de très fortes résistances dans les milieux du cinéma français. C'est-à-dire que en 1944-1945, Jean Painlevé, qui était un résistant... C'est un grand réalisateur, un spécialiste du cinéma minimalier aussi, mais enfin qui a été un des précurseurs. Qui est un symbole, je dirais, de l'indépendance du cinéma français, était tout à fait opposé au rôle, enfin à l'invasion cinématographique américaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été remplacé dès mai 1945, c'est dire que la pression américaine se faisait plus directe par Fauré-Cormeret, Michel Fauré-Cormeret, qui était qui est présenté parfois comme un résistant extrêmement tardif. Il a été en contact avec les milieux alliés à partir de 1943, ce qui est quand même très courant, n'est-ce pas, le passage à la Pax Americana ayant été à peu près général, au minimum depuis l'entrée des Américains en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, et Michel Fauré-Cormeret a été investi contre la quasi-totalité des milieux du cinéma. C'est-à-dire qu'il était l'annonce, à partir de mai 1945, que le cinéma français ne se battrait pas pour l'indépendance que souhaitaient ces milieux de techniciens, je dirais ces milieux de spécialistes, parce que il y avait des intérêts engagés par les grands groupes français qui certes eussent préféré que le cinéma français sans doute fût dominant et hégémonique, mais qui, comme avant-guerre, voyaient très bien qu'on pourrait gagner de l'argent avec les Américains. Donc c'est ça quand même le fond de la chose, parce que là on est en train de se demander, c'est même plus une question idéologique, là c'est une question de... On n'est jamais dans l'idéologie. Alors évidemment c'est très délicat, parce que nous vivons une période où l'idéologie, je dirais, s'impose et où on donne aux populations l'impression qu'elle est l'inspiratrice de tout. Mais c'est exclusivement une histoire de gros sous, et présentée comme ça. C'est-à-dire des Américains qui sont là tous les jours pour, et surtout à partir de mai 1945, avec le relais de Caffrey, Jefferson Caffrey, l'ambassadeur, le relais quotidien qui exige qu'on rediscute l'accord de mai 1936. Alors les Français font le gros dos, parce qu'ils savent très bien que ça va se traduire par... comme disaient les latins, une diminutio capitis, enfin, je dirais une véritable liquidation ou une décollation du cinéma français. Donc on traîne, et puis on discute entre Français, entre dirigeants français, comment on va faire. Alors, il y a toute une série d'étapes. Il y a des étapes que personne ne connaît. Il y a une étape cinématographique qui est extrêmement importante, et qui est rendu possible aux Américains grâce à Pleven, dont personne ne sait, parce que c'est aussi une personne éthérée, qu'il a fait sa fortune. René Pleven est un homme politique qui a adhéré à un parti
de gauche assez à droite qui s'appelle l'Union démocratique et socialiste de la résistance, un parti proche de la SFIO, et qui est un gaulliste officiel depuis 1940. Mais un gaulliste officiel d'un type tout à fait particulier. C'est le protégé de Jean Monnet, qui a servi les intérêts financiers américains depuis le début des années 1920. Jean Monnet est un financier au service des grandes compagnies américaines, et en particulier des cabinets d'affaires, donc Cravath. Et toute sa fortune n'est pas seulement la fortune du cognac, sa fortune s'est faite là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y avait une haine inextinguible entre Jean Monnet et De Gaulle, qui avait accepté qu'il fût le délégué des négociations, des tractations économiques, mais dont De Gaulle disait que c'était un traître au sens juridique du terme, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui servait les intérêts américains. Je l'ai montré dans plusieurs livres, et notamment dans un ouvrage sur la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Les élites françaises de 40 à 44, c'est quelqu'un qu'on a envoyé contre De Gaulle pour pousser les militaires, et en particulier pour pousser Giraud. Il a été envoyé par le département d'État pour pousser Giraud. Giraud a été vaincu, et on imagine ce que dit de la faiblesse réelle de Gaulle en termes économiques, le fait que De Gaulle ait dû nommer Jean Monnet comme principal truchement des tractations économiques avec les États-Unis, c'est-à-dire de tous les accords, naturellement pas seulement sur le cinéma, de tous les accords économiques, de tous les prêts américains depuis Alger, depuis 1943. Et donc, on a dans ces conditions des milieux qui sont prêts à capituler, des milieux qui hésitent encore et qui pensent que le plus astucieux, et même d'ailleurs des milieux assez atlantistes, qui sont quand même embêtés par le fait que le cinéma français va être littéralement déshabillé. Comme il y a à la tête des finances depuis janvier 1945, Pleven, officiel gaulliste, qui est un pro-américain, je dirais caractérisé, c'est-à-dire qui négocie avec les Américains, même dans le dos de Gaulle. Quelle est l'étape qui est, à la fin de l'été, réalisée ? Washington, les milieux financiers de Washington, sous la forme de ministres ou de pas ministres, exigent le rapatriement de tous les profits cinématographiques qui sont bloqués depuis le contrôle d'échange, qui ont été bloqués pendant la guerre. Or, la France pratique le contrôle d'échange, c'est-à-dire que sa situation de détresse économique fait qu'on ne peut pas à ce moment-là investir, tirer ses capitaux, retirer le fruit de ses capitaux, etc. Et donc Pleven accepte, dès septembre, de fait, un statut privilégié pour les Américains, et notamment pour le cinéma américain qui pourra rapatrier ses profits qui étaient bloqués en France. C'est une question très importante du cinéma, parce que même tant que le contrôle d'échange a été maintenu en France, et il a été maintenu en fait jusqu'en 1958, c'est dire d'ailleurs ce que ça dit de la faiblesse économique de De Gaulle. Tant qu'il y avait un contrôle d'échange, il n'était pas possible théoriquement de rapatrier les capitaux. En secret, violant la réglementation, Pleven accepte en septembre 1945 de consentir aux capitalistes américains des retraits de capitaux, notamment au cinéma. Donc en décembre 1945, il y a un véritable afflux, toutes les majors se précipitent. Elles ne pourront pas obtenir plus de 3 millions de dollars par an au départ, ce qui va être l'objet d'une collaboration discrète mais considérable entre les petits grands groupes français et les grandes majors. C'est-à-dire que, de manière discrète, comme une partie des fonds sont bloqués en France, eh bien,
les Américains pourront passer des collaborations avec les entreprises françaises et finalement gagner beaucoup d'argent. Alors, attends, je comprends pas bien, moi, la question. Parce que c'est quoi les échanges? C'est-à-dire qu'ils achètent les films ou ils investissent dans les productions? Non, théoriquement, ce qu'ils demandent, c'est le total rapatriement des gains qu'ils ont faits depuis 1939. Oui. Voilà. Bon, alors, il y a eu interdiction du cinéma français, du cinéma américain pendant la guerre, mais comme il y avait blocage, il y avait des capitaux à rapatrier, et puis bien entendu, les Américains avaient recommencé à gagner beaucoup d'argent à partir de la libération, puisqu'il y avait des films américains et je l'ai dit tout à l'heure, 44-45, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Donc ils veulent tout rapatrier. Et ce qu'ils ne rapatrieront pas, parce qu'ils ne pourront pas tout rapatrier, ça leur a donné un poids sur le cinéma français considérable. À la suite d'ailleurs des accords Bloomberg, mais il faut bien voir que même quand ils n'ont pas pu rapatrier leurs profits, ce qui était la première étape de la remainmise du cinéma américain. La deuxième étape était l'étape la plus sérieuse, c'est-à-dire l'étape partez de là que je m'y mette, c'est-à-dire le cinéma, c'est nous. On retrouve l'historienne Annie Lacroix-Riz dans le prochain épisode, l'épisode 3, La France, un second marché.